Bonjour à tous et bienvenue sur Planète TV School, votre télé en ligne qui a fait de son plat de résistance tout ce qui a trait aux activités et à la vie scolaire. Cette émission à laquelle vous devrez vous habituer désormais s'appelle L'auteur se livre et a pour ambition de vous amener à chaque fois que cela est possible des auteurs dont les œuvres sont au programme, car nous voudrons vraiment faire la part belle à cela pour que vous ayez la chance de découvrir bon nombre d'entre eux qui sont encore dans l'ombre et qui vous ferait vraiment plaisir de découvrir, de les amener à se livrer pour que vous compreniez aussi les pensées profondes qu'ils développent et naturellement les raisons qui les ont amenés à éditer leur livre. Nous allons pour commencer vraiment cette série vous donner le meilleur. Nous avons pour vous aujourd'hui l'auteur de Pour le bonheur des miens et vous devinez, c'est le président de l'Association des écrivains de Côte d'Ivoire. Nous avons nommé Ety Maker. Bienvenue, Monsieur Ety Maker. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, tout un plaisir de nous retrouver. Très bien. Pour le bonheur des miens, c'est un roman que vous avez édité chez Vallès Éditions. Un livre qui est au programme scolaire et donc qui va faire l'objet de notre discussion. Mais avant d'en arriver là, nous allons vous amener à vous présenter à nos jeunes lecteurs. Vous allez, et là nous souhaiterions que vous soyez vraiment très généreux pour ce qui est de votre biographie. Parce que ce qui est à la 4e de couverture est très laconique, très simple. Qui est Ety Maker? Oui, bon, je m'appelle Ety Maker, oui. Et nom de plume Maker Ety. Voilà, parce que c'est de tradition que l'auteur se résume en 2 noms, okay. Et rarement en 3. Donc, je suis né en 1967. Je précise parce que souvent les gens m'appellent, vous êtes dans quelle année? À Bokanda. Je ne suis pas de Bokanda. Fils d'instituteur. Nous bougeons beaucoup de ville en ville. C'est ce qui explique ma naissance à Bokanda. Mais je suis originaire de Sikinsi, précisément de Badasso. Donc, mon parcours, il est assez simple. Le lycée, j'ai fait tout mon parcours secondaire à Dabou. Après le bac, je suis entré à l'ENS. Et après l'ENS, je suis sorti avec un CAPES. J'ai enseigné dans le secondaire pendant 22 ans, je crois. De 92 je ne me souviens même plus. En 2013, je crois. Et après quoi, j'ai été détaché à la vie scolaire. Alors voilà, et là-bas, je suis chef de service, le service détection des talents, après avoir passé au service agriculture. Donc, pour continuer sur moi, je suis marié, père de 3 enfants. Père Abidi, mère Baouli. Donc, je navigue entre les 2 groupes ethniques dans lesquels vraiment je me sens à l'aise. Maintenant, s'il y a autre chose que vous voulez savoir, je suis là. Merci beaucoup, vous avez été très généreux. Et en général, quand quelqu'un est adulte et s'adonne à la lecture, à la culture du livre, on lui soupçonne généralement un père instituteur. Et c'est votre cas. Oui. Il vous obligeait à lire ou comment ça s'est passé? Non, il ne nous obligeait pas à lire, mais il avait une petite bibliothèque dans son bureau. Et curieux, j'entrais. Il n'était pas du genre à obliger à lire. Parce que même lorsque un livre est déplacé, il nous grondait. Mais on est 16 enfants, mais j'étais le seul vraiment passionné de lecture. Mon grand frère et les autres, ils ont une filière plutôt scientifique. Donc ma chance, c'est d'avoir à portée des mains des livres. Ouais. Et bien évidemment, bon, au collège, j'ai commencé par les bandes dessinées. Hakim, Zambla, ouais. Mister No, ouais. Voilà, tout ce que vous pouvez imaginer. Black le Rock. Black le Rock. Et je pense que c'est par là que tout part. Ouais. C'est après quoi qu'on aborde véritablement les romans. Donc peut-être ma chance est que les livres étaient à portée des mains.
Très bien. Et votre parcours, votre cursus scolaire, comment ça a été? Vous avez fait une série A, forcément? Une série littéraire? Oui. En troisième, après le BPC, franchement, pour être honnête, je pouvais aller en C comme en A. Mais j'éprouvais vraiment la passion pour la littérature. Et je me suis donc retrouvé en série A, naturellement. Et contrairement à ce qu'on pense, ma matière adulée que j'aimais vraiment, c'était la philosophie. Oui. Et je voulais aller en philo. Mais à l'époque, j'avais mon bac à 87, pour aller en philo, il faut avoir 10 en mathématiques. Matière dans laquelle il m'était difficile d'avoir 8. Donc je suis parti en lettres modernes, qui est ma deuxième discipline préférée, en réalité. Très bien. Merci beaucoup. Alors nous allons rentrer maintenant dans votre œuvre pour le bonheur des miens. Au risque de nous répéter, c'est une œuvre qui est au programme en classe de terminale dans les lycées et collèges de Côte d'Ivoire. Alors pour faire l'analyse de l'œuvre, vous allez nous présenter l'espace. L'œuvre décrit des événements, des scènes qui se sont déroulées où? Oui, bon, dans l'œuvre, évidemment, ce sont des espaces fictifs. Oui. Si on se réfère au nom, l'histoire se passe, je crois, dans 2 ou 3 villes essentiellement, Oui. Boigny-Kro, Oui. Bagboka et Oui. Adodougou. Tout à fait. Donc vous devinez que ce n'est pas des espaces qui existent, qu'on peut retrouver sur la carte. Oui. Mais puisque nous sommes inspirés sur des faits qui ont lieu en Côte d'Ivoire, donc on peut tout de suite imaginer que l'histoire se passe en Côte d'Ivoire, mais dans des espaces éclatés qui sont des espaces fictifs. Très bien, c'est ce que nous avons remarqué. Et vos personnages, ils ont aussi des noms un peu qui sortent de l'ordinaire. Oui, les personnages aussi sont des personnages imaginaires, comme dans tout roman. Je veux dire que ce n'est pas l'histoire d'une jeune fille, mais d'un professeur qui m'a inspiré. Non. C'est l'histoire de plusieurs filles, de plusieurs profs par rapport à notre expérience. Donc les noms aussi ont été imaginés. Le personnage principal s'appelle Fleury, Oui. nom construit à partir du mot fleur. Oui. Mais ce n'était pas un hasard parce que la fleur, elle est belle, elle est fraîche, mais elle se fane au crépuscule. Tout à fait. Et je pense que c'est l'image de cette jeune fille qui est très belle, qui est intelligente, pétillante, mais au soir de sa vie, ou bien à la fin de son parcours, elle tombe malade, Ouais. et elle entraîne petit à petit de perdre sa beauté, son physique. Très bien. Donc c'est l'image de la fleur, voilà pourquoi je l'appelle Fleury. Fleury, c'est ça. Et puis il y a aussi un Kigali, un professeur de philo, comme par hasard. Voilà. Bon, Kigali, évidemment, le nom, je voulais un nom qui sonne à l'oreille, qui reste. Quand je pensais à Kigali, c'était aussi dans la période où la guerre avait lieu au Rwanda. Donc c'était une façon de faire un clin d'œil à cet événement. J'ai seulement touché l'orthographe. On ne dit pas que ça s'écrit exactement comme la capitale du Rwanda. Exactement. Maintenant, un autre nom, Clara. Oui, Clara. On dit que c'est une fille qui est claire dans ses rapports. On l'appelle Clara. D'accord. Dans son prénom, Fanny, c'était un nom que j'ai pioché dans... C'est le nom de la fille de mon tuteur au moment où j'écrivais le livre à Divo. Très bien. Donc, l'histoire, enfin, la vie d'un auteur n'est jamais trop loin de ses écrits. Hein. Oui, forcément. Oui. L'histoire se nourrit de la vie. Oui. On a beau inventer, on n'invente pas la guerre, on n'invente pas la prostitution, on n'invente pas tout ce qu'on peut inventer. Et on pense, les choses existent d'abord. Oui. Donc on s'en inspire pour écrire. Très bien. Et dans votre cas, vous avez pris un personnage qui participe à l'histoire du livre et qui raconte cette histoire. Ce genre de, pour être un enseignant, puisque vous êtes professeur de lettres, comment on appelle ce genre de personnage qui fait la narration et qui est en même temps un personnage de l'œuvre? Oui, c'est ce qu'on appelle la narration intradigétique ou autodigétique. Okay. Donc c'est une narratrice intradigétique. Elle est dans l'histoire qu'elle raconte elle-même. Oui. Parce que ce qu'on note, c'est que c'est à la fin de son parcours, lorsqu'elle a contracté le VIH, qu'elle décide de raconter son histoire pour sensibiliser tous ceux qui vont lire son histoire. Voilà. Très bien. Donc, ce choix de la plume de l'auteur est bien pertinent. Oui, puisque elle fait un témoignage de sa propre vie. Elle sensibilise, elle conscientise,
Donc je pense que le choix de la narration intradiégétique est un choix assez pertinent. Seulement, il fallait pour l'écrivain que je suis un homme, entrer dans la psychologie d'un personnage qui est féminin. Bien sûr. Voilà. Et ça, c'est pas donné. Oui, c'est pas aussi facile que ça. Oui. Alors, revenons-en maintenant à la thématique ou aux différents thèmes que vous abordez. Entre autres, la sexualité entre profs et enseignants. Vous évoquez même une certaine loi, si c'en est une, si ce n'est un décret, qui interdit aux enseignants d'avoir des relations sexuelles avec leurs élèves. Oui, bon, le thème général là que j'ai voulu parler des mots qui minent l'école ivoirienne. Voilà. Et donc le rapport entre prof et élève, ça fait partie seulement de tout cet ensemble-là. Oui. Ce n'est pas le seul aspect. Bien sûr. Maintenant, bon, il fallait que l'œuvre n'annule pas. Il fallait que l'œuvre happe les lecteurs. Donc j'ai inventé cette histoire d'amour entre un professeur et son élève. Oui. Sinon, c'est la trame. Mais derrière cela, je touche le problème de l'école. Les classes pléthoriques, les grèves à répétition, les programmes qui ne sont pas finis, l'harcèlement sexuel, le trafic d'influence, l'afflux de responsabilité des parents. Oui, bien sûr. Hein, l'État aussi qui ne construit pas assez d'établissements publics, etc. Maintenant, évidemment, tout est l'histoire d'amour. C'est le prétexte pour aborder ces problèmes-là. Bien sûr. Et je pense que c'est un bon choix parce que dès que vous avez commenté la lecture, on ne s'arrête plus. Bien sûr, évidemment. Voilà. Et donc, pour en revenir au personnage principal, Fleury, elle devait être en classe de terminale et elle apprend qu'elle va entrer à l'université et tout ça, c'est une bonne nouvelle. Elle est à l'orée de l'université et elle se rend compte que les moyens de ses parents ne pourront pas lui permettre de poursuivre ses études. Elle se découvre aussi une certaine beauté. Et là, qu'est-ce qu'elle fait avec cette beauté, ce potentiel qu'elle a pour pouvoir continuer son chemin? Oui, effectivement, c'est cela. En fait, elle est belle, elle est reconnue comme belle. Sa camarade, son amie Fanny Clara, dans les causeries, met accent sur cet aspect. Elle lui a même offert des produits de beauté, de cheveux, pour que sa beauté émerge, soit mise en éclat. Mais tout a commencé lorsqu'elle a réussi à faire libérer son frère Kalou, qui était en prison, en souffrant à la demande du juge, au juge qui avait l'affaire en main. C'est à partir de là qu'elle prend conscience que, avec sa beauté, elle peut faire beaucoup de choses. Voilà. Oui. Donc c'est là, c'est vrai que c'est une mauvaise prise de conscience, mais elle se rend compte que la beauté qu'elle possède est une arme qui peut lui ouvrir des portes. Donc à partir de là, elle a, j'allais dire, marché ou piétiné sur l'amour qu'elle a pour Kigali. Oui. Elle a mis cela en parenthèse et elle a décidé de s'attacher à quelqu'un qui peut s'occuper d'elle tout au long de son cycle supérieur. Son père voulait qu'elle aille au CAFOP, mais elle est intelligente, elle est ambitieuse. Elle sait qu'il faut de l'argent pour aller au supérieur. Et elle a trouvé ce tuteur, ce parrain, qui allait prendre tout en charge. Oui. Voilà. Donc, voilà une fille qui est très belle, mais qui est aussi intelligente. Oui. Parce qu'elle a remporté un concours de philosophie dans tout le département où elle résidait et aidée par son professeur Kigali, etc. Et partout où elle passe, son cursus scolaire n'est que succès. Exactement. Seulement, il faut des moyens pour faire ses études. Oui, malheureusement, je crois qu'elle a trois problèmes. D'abord, elle est une fille. Oui. C'est un problème dans ce monde actuel. Deux, elle est issue d'une famille pauvre. Et son troisième péché, elle est très belle. C'est paradoxal, mais pour elle, ça devient un problème. Oui. Les hommes harcèlent cette jeune fille, les hommes veulent l'influencer parce qu'elle est belle. Sinon, elle est intelligente, elle pouvait faire son parcours scolaire sans accroc. Mais dès lors qu'elle est belle, elle suscite les convoitises. Les professeurs la regardent d'une autre manière et tout le monde veut la découvrir. J'allais dire intimement. Donc c'est un problème. Et comme elle est issue d'une famille pauvre,
Il devient la proie facile de certains. Pour certains. Comme vous dit que même les dispositions légales qui ici ne suffisent pas pour protéger la jeune fille dans un cadre scolaire et surtout supérieur. Oui. Et elle en fait les frais. Finalement, elle va aller à gauche, à droite. Là où une porte lui est fermée, elle réussit à la faire ouvrir avec son charme. Exactement. Et elle dit, c'est pour le bonheur des siens. Donne le titre. Voilà, pour le bonheur des miens. Oui. Dans ce que je fais, je le fais pour le bonheur des miens. Oui. J'agis ainsi, j'emprunte cette voie, peut-être un peu catholique, condamnable, mais c'est pour assurer le bonheur des miens. Pour qu'ils soient tranquilles, pour qu'ils ne manque rien. Pour qu'ils ne m'en vendent même pas l'argent. Oui. Parce que non seulement s'occupe d'elle-même, mais il arrive que c'est elle-même qui leur envoie l'argent. Et là, vous posez le problème de la responsabilité des parents, parce que le père, c'est vrai, il n'avait pas un salaire disons, important. La mère se débrouillait un peu, mais ils menaient quand même dignement leur vie. Oui. Maintenant, à accepter que la fille s'occupe d'eux, paye leur loyer, etc., tout en sachant qu'elle ne travaille pas, est-ce que cela, ils n'ont pas contribué à l'enfoncer en quelque sorte? C'est juste, mais en réalité, ils n'ont pas accepté. Ça s'est imposé à eux. Et ils n'ont pas eu la stature assez suffisante pour s'opposer à leur fille. Si vous lisez attentivement, le père attirait régulièrement l'attention de sa fille sur le danger qu'elle courait. Oui. Elle dit, ma fille, nous sommes pauvres, mais il faut rester digne. Nous sommes à la porte de sortie de la vie. Il faut t'occuper de toi, mais ne t'occupe pas de nous. Mais la fille n'en faisait qu'à sa tête. Mais à un moment, puisqu'ils sont pauvres, surtout l'homme, ils sont réfugiés dans le silence. Il a fui sa responsabilité, il s'est tué. Mais en réalité, c'est ce qui se passe dans la vie. Vous avez une fille, vous avez un portable de 40 000 francs, votre fille vient de l'école, de dehors, avec un portable de 200 000, 300 000. Mais le père, vous savez que vous n'avez pas acheté ce portable pour la fille, mais vous ne parlez pas. Donc, de façon indirecte, par ricochet, on peut dire que vous fermez les yeux sur ce qui se passe. Vous fuyez vos responsabilités et vous êtes un complice, j'allais dire silencieux. De façon tacite, vous êtes complice. Voilà. Sinon, le père est conscient que la voie que la fille a choisie est dangereuse, mais comme il n'avait pas de moyens, comme il n'avait pas une forte personnalité, il n'a pas pu s'opposer à la fille. Et il a baissé les bras. Évidemment, c'est une fille de responsabilité. Exactement. Nous allons parler d'un des personnages, en la personne du professeur de philosophie, M. Kigali, qui était aussi une personne qui a souffert sur le plan affectif. Quand on raconte son histoire, c'est quelqu'un qui a perdu une personne qu'il aimait, et donc qui va se réfugier dans une certaine solitude. Mais il va adopter une certaine, on va appeler ça thérapie. Il va administrer une thérapie qui est l'écriture. Vous posez l'écriture, le fait d'écrire comme une thérapie pour guérir certaines âmes. Oui, c'est vrai, et doublement. Parce qu'il y a d'abord Kigali, en écrivant, il a là l'occasion de libérer les démons qui le hantent, de guérir de son mal. Et l'écriture, effectivement, est une voie de guérison. L'écriture a une valeur thérapeutique, une valeur curative. Mais il y a aussi la narratrice qui raconte son histoire. En racontant, elle se décharge, elle se libère en quelque sorte. Donc doublement, que ce soit Kigali ou bien Fleury, l'écriture s'impose, se voit comme un acte de libération, une forme de catharsis. Exactement. Alors pour vous, un écrivain doit à un moment donné de sa vie ou au fil de ses écrits être récompensé. Parce que vous présentez Kigali comme quelqu'un qui, d'abord à l'échelle nationale et puis à l'international, qui a commencé à glaner des prix et sa vie va changer. C'est ce que vous rêvez pour les écrivains? Oui, mais c'est normal, même si ça ne s'impose pas. Mais je pense qu'un prix, c'est une distinction, une reconnaissance nationale ou internationale. Et cela est bon pour l'écrivain, mais tous les écrivains ne peuvent pas avoir un prix. Et puis, on peut ne pas avoir un prix alors qu'on est un talent. Parce que le prix, c'est selon une circonstance, selon un moment précis. Peut-être au moment où vous avez écrit votre meilleur roman, il y a un autre roman qui est mieux.
Et au moment où vous n'avez pas écrit, celui qui gagne le prix a un roman qui n'est pas forcément mieux que ce que vous avez écrit l'année surpassée. Donc, j'avoue que c'est toujours bon pour l'écrivain, mais il ne faut pas que ça soit véritablement une obsession. Et Kigali, vu sa douleur, ses souffrances, d'où il vient, il a la possibilité de donner le meilleur de lui-même. Et je pense que c'est ce qui lui a valu ce prix. Je pense que la bonne littérature naît toujours dans la douleur. C'est lorsqu'il y a des blessures que l'artiste se surpasse. Et vous remarquez dans l'histoire même, les grands auteurs sont nés dans les moments de disette, d'épreuve. La négritude, c'est pendant la colonisation. En Amérique, c'est lorsqu'il n'y avait pas de droit. En Afrique du Sud, c'est pendant l'apartheid, etc. Très bien. Nous allons maintenant parler un peu pédagogie et voir ce qu'on appelle dans le jargon scolaire les portées littéraires, mais aussi les portées didactiques de votre œuvre. Parlons d'abord de la portée littéraire. Qu'est-ce que vous offrez sur le plan littéraire du point de vue de la qualité intrinsèque de votre œuvre? Bien, du point de vue littéraire, j'ai opté pour un style incisif. Aller droit au but, ne pas perdre le temps. J'ai écrit ce roman comme on écrit une nouvelle. Oui. Parce que j'ai noté que les Africains en général, les Ivoiriens, n'aiment pas trop les livres où on passe 2-3 pages à faire une description. Ce qui fait que, bon, comme j'ai enseigné, lorsqu'on étudie des œuvres comme Le Père Goriot, Germinal, les élèves parfois ne finissent même pas de lire l'œuvre. Oui. Parce que sur 5 pages, 10 pages, on ne fait que des descriptions. Donc, fort de cela, j'ai choisi un style où je vais droit au but. Un style incisif et une écriture alerte, de sorte qu'il n'y a même pas de place pour l'ennui. Généralement, un roman, on dit il y a un moment pour planter les décors. Oui. Mais moi, je ne le fais pas. Tout à fait. Dès que vous ouvrez le roman, le livre commence par quand il est à l'école. Oui. Comme par un dialogue. Oui. C'est qui est inhabituel. Donc voilà ce qui est pour la portée littéraire. Et je pense que c'est une contribution, voilà, dans cet ensemble de créations littéraires, qu'il faut tenir compte de la psychologie des lecteurs. Aller vite, on n'est pas obligé d'écrire comme les Français. Oui. Il faut écrire, les actions sont brèves, les descriptions sont rares, les portraits sont rapides, aller droit au but. Voilà, donc je pense que ce mélange entre roman et nouvelle, je crois que cela m'a permis d'avoir beaucoup de lecteurs. Et ça a sans doute contribué au choix de votre œuvre pour le programme scolaire. Bon, le choix, bon, peut-être, mais je pense que c'est aussi les thèmes. Oui, les thèmes abordés. Voilà, les thèmes, les problèmes scolaires qu'on pose, la jeune fille qui n'est pas assez protégée, qui est exposée. Et puis il faut qu'à la fin de la lecture, l'enfant, l'élève et surtout la jeune fille se rendent compte qu'il y a des choix qu'il ne faut pas faire lorsqu'on élève, lorsqu'on va à l'école. Très bien. Alors, et qu'en est-il de la portée didactique? Oui, donc je suis en train d'en parler. J'ai écrit l'œuvre pour participer à l'éducation de la jeunesse et précisément de la jeune fille. Je pense que c'est la continuité de ma fonction d'enseignant. Voilà. Je poursuis mon travail d'enseignant à travers ce livre. Je pouvais écrire un essai où je parle d'un mot qui mine l'école ivoirienne. Mais je voulais écrire un roman et en tramant une histoire d'amour. C'est une technique pour intéresser les élèves. Donc, c'est un livre qui éduque, c'est un livre qui fait prendre conscience, c'est un livre qui remet en question notre système, c'est un livre qui pousse, qui choque les jeunes filles. Il y a d'autres qui pleurent à la fin. Mais ce choc-là que je cause en elles, c'est pour qu'elles s'asseyent, elles réfléchissent, elles prennent conscience. Et je fais raconter l'histoire par une jeune fille, une élève, étudiante aussi, qui a vécu tout ce que les jeunes filles savent. Donc elle est bien placée pour éduquer ses pairs. Très bien. Nous allons maintenant aborder une partie très importante de cette émission qui consiste à donner la parole aux lecteurs. Et nous avons pris des dispositions pour que, depuis quelques heures, donc avant que l'émission n'ait lieu, nous donnions la parole à certains lecteurs qui nous ont fait remonter quelques préoccupations.
Donc nous allons aborder cette partie. Nous avons, le premier d'entre eux est un jeune de 14 ans, figurez-vous, qui est en classe de première et qui nous a-t-on dit à dévorer votre livre. Super. Alors, normalement, si la régie me permet, je vais chercher, voilà. Et donc, alors, sa préoccupation, la voici. Alors, il veut savoir si le personnage de Toto Ama Fleury est un exemple, un modèle pour la jeunesse. Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Ok. Bon, évidemment, elle n'est pas un modèle pour la jeunesse. Et je crois que c'est tout le sens de l'œuvre. C'est parce qu'elle n'est pas un modèle qu'elle raconte son histoire. Pour dire aux gens, hein, ce que j'ai fait, ne faites pas comme moi. L'ayant fait, voilà où je me retrouve. Hein, je suis malade, je suis en train de perdre la vie. Avant de mourir, il faut que je livre mon témoignage pour vous servir d'exemple. Donc, elle est un contre-exemple. C'est seulement la littérature, justement. Oui. Voilà. Lorsque quelqu'un écrit un livre sur la guerre, c'est pas parce qu'il a écrit sur la guerre qu'il demande aux gens de faire la guerre. Mais les affres de la guerre qu'il décrit, c'est pour que, justement, les gens comprennent que la guerre est une mauvaise chose. Donc, il ne s'agit pas d'écrire un livre où le personnage a toutes les qualités, il avance jusqu'à la fin. Non. Justement, ce sont ces défauts qui permettent de se mettre en cause. Donc, elle n'est pas un contre-modèle, elle n'est pas un contre-exemple. Elle n'est pas un modèle, elle n'est pas un exemple. Bien au contraire. Très bien. Alors, j'ai manqué à un devoir. J'avais promis à ce jeune homme de dire son nom en plateau. Il s'appelle Ebabrou Mika Jordan au collège Eoule James en première A1. C'est à Divo. Au collège Eoule James de Divo qui nous a posé cette question. Et il demande aussi si vous avez une part de l'auteur dans l'œuvre. Je crois que vous y avez répondu un peu pendant les débats. Oui. Plus ou moins parce que, quel que soit ce qu'on invente, on a toujours une part dans l'œuvre. Oui. Voilà. J'ai dit par exemple que j'aime la philo. Le personnage, le professeur que j'ai choisi, un prof de philo. Un prof de philo. Voilà. Voilà, entrer dans la psychologie d'une jeune fille pour raconter son histoire. Je suis né dans une famille de 16 enfants. On n'est que 4 garçons. J'ai grandi au milieu des filles, je connais les tics des filles, leurs choix, leur façon de s'exprimer, etc. Et puis, je suis enseignant. Quel milieu je connais mieux que le milieu scolaire? Voilà. Élève, tu es dans l'école, tu es dans le milieu scolaire, étudiant, tu es dans le milieu scolaire, enseignant, tu es dans le milieu scolaire. Oui. Donc, je peux dire que toute ma vie, je l'ai passé dans le milieu scolaire, donc c'est le milieu que je connais le mieux. Donc, ce que je raconte, ce n'est pas l'histoire précise d'une fille. Mais c'est l'histoire vécue par plusieurs filles, même si il faut un peu d'imagination pour créer cette histoire. Très bien. La dernière question est celle de Fondjo Wana Noé. Il est étudiant dans la filière production de l'électricité au lycée technique d'Abidjan-Cocody. Alors, sa question, on va la retrouver. Voici ce qu'il dit. Alors, c'est une question banale. Hein? La plupart des auteurs savent que cette question revient souvent. Est-ce que c'est une réalité que vous écrivez ou bien c'est une histoire totalement inventée? Oui, bon, c'est une histoire inventée. Le roman, par définition, c'est une œuvre de fiction. Imaginée, sortie de l'imagination de l'auteur. C'est-à-dire, je suis assis dans ma chambre avec mon clavier et j'invente l'histoire. Voilà. Je vends l'histoire en m'inspirant vraiment de tout ce que je vois autour de moi. Donc, si vous menez une enquête, vous n'allez pas retrouver Kigali, vous n'allez pas retrouver Toto Ama Fleury. Ce sont des personnages qui n'existent que le temps de la lecture. Lorsqu'on ferme le livre, ils n'existent plus. Ce sont des personnages de papier, comme on le dit. Ouais. Voilà, donc il doit retenir que ce n'est pas mon histoire, ce n'est pas l'histoire. Kigali, ce n'est pas moi. Et Fleury, ce n'est pas une jeune fille avec qui j'ai eu des rapports. C'est une histoire inventée. Maintenant, il pose la question parce que, en lisant, ils ont tellement vécu l'histoire qu'ils ont l'impression que c'est une histoire réelle. Ouais. Merci beaucoup. Nous tendons vers la fin de cette émission, malheureusement. Alors, nous allons vous poser une dernière question. Et là, nous sommes encore dans le milieu scolaire. En général, dans le cadre de la dissertation littéraire, les candidats sont appelés à argumenter
argumenter en s'appuyant sur une œuvre lue. Alors, vous pensez que votre œuvre a rempli quelques missions littéraires, les missions du roman, dit-on, qui peuvent servir à un candidat dans un sujet de dissertation littéraire? Oui, évidemment, parce que s'il s'agit de démontrer que l'auteur participe à l'éducation, on peut citer Pour le bonheur des miens, que l'auteur participe à la moralisation de la société, on peut citer Pour le bonheur des miens, que l'auteur fait la satire, voilà, de la société, des défauts des individus, ou bien même des dérives des décideurs, des gouvernants, voilà, des enseignants, etc. On peut toujours citer ce livre-là. Au niveau de l'écriture également, au niveau de l'écriture, si on veut faire allusion même à la narration, si on veut parler de personnages qui se racontent lui-même, on peut citer toujours Pour le bonheur des miens. Tout dépend du sujet. Évidemment. C'est l'élève qui doit faire preuve de tact. Exactement. Voilà, pour pouvoir trouver l'aspect qui l'intéresse. Exactement. Voilà. Alors, on ne peut pas laisser partir Ety Maquet sans parler de ses autres œuvres, parce que vous êtes un auteur assez prolifique. Pouvez-vous nous parler brièvement des autres œuvres que vous avez déjà éditées dans différentes maisons d'édition? Oui, bon, je commence... J'ai du mal à faire ça en ordre, mais tout a commencé avec le roman Gloire et déclin, apocalyptique, qui a été publié au Canada. Je crois que c'est en 2012, en 2014, La loi des ancêtres. Il y a eu Pour le bonheur des miens, La geste de Brequet, qui a eu le grand prix des associations littéraires au Cameroun. Après, il y a eu Ta loi Blé, La dévorée du livre. Qui est aussi au programme scolaire. Qui est aussi au programme en premier et en sixième. Oui. Et puis La geste de Brequet en seconde. Ok. Les 3 œuvres. Oui, les 3 œuvres. Voilà. Bon, je peux citer en poésie Mes 5 colères, édition L'Harmattan, qui a eu le prix de poésie, expression française, au Festival international de poésie à Abidjan. Oui. Il y a eu le chant de Korafoula, qui était en finale même du prix Ivoire en 2019. Il y a eu Mami Wata, La pomme Lacus, un poème à long cours. Et le dernier, c'est Zaouli, Le pacte d'amour et des raisons, un roman publié chez JD Éditions. Un roman que je pense va faire parler de lui. Oui. Parce que je pense avoir donné vraiment le meilleur de moi-même dans ce livre-là. Une façon pour moi de mettre en valeur les mythes, les légendes de notre pays. Et je vais au-delà de la légende. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez un mot de la fin, un mot de fin, plutôt par rapport d'abord à la structure, notre jeune télé, qui est résolument tournée vers le système éducatif, qui veut vraiment aider dans le milieu? Qu'est-ce que vous en pensez? Évidemment, je suis content, je suis vraiment satisfait. D'abord en tant qu'enseignant et en tant qu'écrivain et président des écrivains. Parce qu'on a du mal d'avoir des espaces pour nous exprimer. Ce n'est pas toujours évident. Donc dès lors qu'une télévision aménage un espace pour la littérature, nous applaudissions à 4 mains. Donc je voulais remercier ces structures, les féliciter et leur souhaiter bon vent. Et notre souhait que les autres chaînes aussi suivent cet exemple. Féliciter aussi évidemment mon ministère qui est en partenaire avec ces structures, qui fait que les écrivains, surtout ceux qui ont le livre au programme, vont s'exprimer et faire mieux connaître leurs romans. Merci beaucoup, M. Ety Maquet. Merci, cher. Amis téléspectateurs, comme vous avez pu le noter, nous avons pris beaucoup de plaisir à recevoir sur notre plateau de l'émission, le nom de l'émission, on peut vous le rappeler, l'auteur se livre. Donc, après Ety Maquet, vous voyez, la voie est grandement ouverte pour que d'autres auteurs viennent se livrer à les jeunes lecteurs qui sont par ailleurs des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire qui s'intéressent à la lecture, dont certains sont peut-être obligés de lire parce que ce sont des livres au programme. Mais nous voulons déjà commencer par ça et nous attendons que vous veniez à nous pour que nous puissions aussi vous donner l'occasion de vous exprimer sur notre chaîne. Nous recevions Ety Maquet pour Le bonheur des miens, c'est le titre de son livre qui est au programme dans les lycées et collèges en classe de terminale en Côte d'Ivoire.
Merci et à un prochain numéro. Merci.